Bonjour, c'est Marine Le Pen pour Brut et je réponds à toutes vos questions. Merci. Pour vous, êtes-vous féministe ? Oui, je suis une femme d'abord, donc ça répond à une partie de la question. Donc s'il s'agit de défendre les femmes, oui, bien sûr, je vais défendre les femmes. Alors, en revanche, je ne suis pas néo-féministe, c'est-à-dire que je ne considère pas que le féminisme doit s'exprimer comme une haine des hommes, comme une guerre, en fait, des femmes contre les hommes. Mais tout ce qui peut contribuer à rendre la vie des femmes plus facile, évidemment, je le défendrai. Bonjour Marine Le Pen, comptez-vous approfondir les recherches sur l'endométriose ? Oui, l'endométriose est un problème vraiment majeur. Alors non seulement je pense qu'il faut faire un grand plan de formation pour que ça puisse être détecté le plus tôt possible et peut-être même dès l'école, mais de surcroît, les médecins doivent être formés pour pouvoir diagnostiquer. Je ferai reconnaître cette maladie comme une affection de longue durée et même pour les femmes qui sont les plus gravement touchées, je considère qu'il faut qu'elles puissent obtenir le statut de travailleur handicapé parce que ça peut empêcher de mener une vie professionnelle classique. Bonjour Madame Le Pen, pourquoi n'êtes-vous pas favorable à la PMA pour toutes ? Je ne suis pas favorable à la PMA pour toutes, je ne suis surtout pas favorable à la PMA sans père. C'est-à-dire que je pense que même si un enfant est élevé par deux femmes, il n'en demeure pas moins qu'il reste l'enfant d'une femme et d'un homme et que laisser écrire sur un acte d'état civil que l'enfant est né de deux femmes, eh bien en réalité c'est un mensonge d'état. Je pense que c'est très perturbant pour un enfant donc je suis opposé à ce que j'appelle un mensonge d'état en fait. Alors, je cite le nom. Oui, Alex Revel, quelle est votre position sur l'allongement du délai de l'IVG et souhaitez-vous toujours le déremboursement alors que justement ce sont sans doute les plus précaires qui en ont le plus besoin ou bien cette idée, vous êtes enfin passé, oui. Alors cette idée, comme vous dites, m'est passée même si en réalité j'étais pas pour le déremboursement. Même à l'époque, j'étais en réalité à l'époque pour le déremboursement des avortements multiples. Mais je n'ai pas remis cette proposition dans mon projet. En revanche, je suis contre l'allongement de la durée de l'interruption volontaire de grossesse pour une raison très simple d'ailleurs, c'est qu'entre 12 et 14 semaines, eh bien, l'acte médical change complètement de nature et au dire même des médecins, il est en même temps beaucoup plus traumatisant pour les femmes et beaucoup plus traumatisant pour les médecins qui risquent du coup de ne pas vouloir l'effectuer et donc d'aggraver en fait l'accès des femmes à la possibilité d'interruption volontaire de grossesse. Vous dites justement, mais votre position elle a évolué parce que c'est vrai qu'en 2012 vous avez des propos, vous parliez d'avortement qui peut servir de moyen contraceptif, d'abus, d'utilisation excessive, c'est des mots qui sont plus dans votre vocabulaire aujourd'hui. Non, je vous le dis, moi j'ai bien vu que ça avait beaucoup choqué quand j'avais évoqué à l'époque ce terme qui était un terme d'ailleurs utilisé par un médecin, qui était le terme d'avortement de confort. C'est-à-dire l'idée c'était de dire que au bout de 2 ou 3 avortements, en réalité, on pouvait considérer que il y avait d'autres moyens d'éviter d'avoir des enfants. Mais je pense que à partir du moment où ça crée en fait une ambiguïté sur l'accès à l'IVG, j'ai souhaité retirer ça de mon projet. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Moi, je pense que, évidemment, les femmes, jamais de ma vie, j'ai souhaité qu'il y ait un recul sur la possibilité pour les femmes de recourir à l'IVG. Parce que pour vous, c'était une erreur ces propos-là, parce que ça peut être interprété ainsi, justement, à l'époque. Oui, non, mais vous avez raison, ça a été mal interprété. Donc, à partir du moment où quelque chose est mal interprété, eh bien, il ne faut pas hésiter à revenir dessus. Voilà. Bonjour Marine Le Pen, je suis le proche d'une victime de féminicide qui a été fusillée par son mari il y a 12 ans maintenant. J'ai une question pour vous. Si vous êtes élue présidente, est-ce que vous allez mettre en place des aides juridiques et psychologiques afin d'accompagner les victimes collatérales, bien trop souvent oubliées? Merci pour votre réponse. Oui, parfaitement. Vous avez parfaitement raison. D'abord, je considère que les enfants de manière générale et les enfants mineurs encore plus doivent pouvoir bénéficier d'un avocat en toutes circonstances quand ils sont victimes, soit victimes directement de maltraitance ou soit victimes de la perte d'un de leurs deux parents assassinés par l'autre. Et je pense qu'il faut prendre en charge et rembourser le suivi psychologique de ces enfants parce que bien souvent, ils ne sont pas suivis sur le long temps. Or, c'est évidemment un épisode dramatique dont beaucoup ont énormément de mal à se remettre.
Il y a une question quand même aussi par rapport à ça, on voit le nombre de féminicides en France qui est quand même extrêmement important. Comment on réduit le nombre de féminicides chaque année? Quelles mesures concrètement on fait aujourd'hui pour éviter de protéger les femmes? Concrètement, je pense qu'il faut en réalité prendre exemple sur ce qui se fait en Espagne. Je pense que l'Espagne est très en avance sur le sujet des violences conjugales parce que en réalité, avant les assassinats de femmes, il y a dans l'immense majorité des cas déjà des violences. Donc c'est la multiplication de bracelets anti-rapprochement. Je crois qu'ils en sont à près de 4000 délivrés en Espagne. On est à peine à 1000 en France. C'est la mise en œuvre de magistrats qui sont spécialisés, donc qui sont capables de détecter ces phénomènes et de les suivre beaucoup plus efficacement. C'est le suivi médico-psychologique aussi des hommes qui sont coupables de violences conjugales. C'est pour l'instant très défaillant en France. Ce sont les ordonnances d'interdiction de rapprochement. Enfin, ce sont tous ces phénomènes-là avec, encore une fois, un parquet spécialisé, des magistrats spécialisés dans ces domaines et qui peuvent suivre aussi les enfants parce qu'on sait très bien que lorsqu'il y a des violences à l'égard des femmes, il y a très souvent également des violences à l'égard des enfants et que le simple fait d'être témoin des violences est en soi une violence. Aujourd'hui, les associations estiment le coût à 1 milliard d'euros minimum pour pouvoir mettre en place ces mesures-là. Est-ce que vous... Non, je crois que ces sommes sont excessives. En réalité, on peut très bien, avec des sommes qui sont bien moins importantes, mettre en place les procédures. Il ne s'agit pas d'ailleurs même s'il faut de toute façon augmenter le nombre de magistrats de manière générale, mais le fait qu'ils soient spécialisés ne coûte pas plus cher. Je veux dire, ce n'est pas les bracelets anti-rapprochement, honnêtement, ça ne coûte rien. C'est juste une prise de conscience et des instructions pénales qui sont données, vous voyez, parce que l'État donne des instructions au parquet et les instructions, c'est aussi de poursuivre en toutes circonstances ces faits-là. Et bien souvent, ces faits ne sont pas poursuivis parce qu'on attend que la victime porte plainte. Or, elle est sous pression, souvent elle vit dans la peur, donc il faut qu'à chaque fois qu'il y a un cas de violence, le parquet poursuive, même si la victime ne souhaite pas déposer plainte. Comme ça, toute violence sera poursuivie. Et comme moi, je suis pour transformer l'opportunité des poursuites en l'égalité des poursuites, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un fait, qu'il y a une victime, on poursuit et par définition, on condamne. J'imagine que vous avez aussi les nombreux témoignages qui évoquent ces femmes qui sont mal reçues dans des commissariats, qui ont reçu parfois des propos injurieux, insultants ou dégradants. Comment on fait aujourd'hui pour que ça n'arrive plus? Encore une fois, on forme les policiers et on essaie de faire en sorte que dans chaque commissariat, il y ait un policier qui soit spécialisé dans ce domaine très particulier des violences conjugales, où il y a des non-dits, où il y a parfois, c'est terrible, mais une sorte de prison affective aussi. Et puis il y a du chantage sur les enfants. Enfin, tout ça, un policier doit être capable de le détecter. Pour ça, il faut qu'il soit formé spécifiquement à ce type de délit. Bonjour Marine Le Pen. Petite question, est-ce que vous êtes pour ou contre la légalisation du cannabis ? Alors, je suis totalement contre la légalisation du cannabis. Vous savez, moi, je suis avocat pénaliste, j'ai fait de la criminologie et il s'avère que les tentatives qui ont été faites de légalisation du cannabis ont eu des résultats qui sont des mauvais résultats. D'abord parce que ça ne fait pas baisser la délinquance. Le dealer à qui on transforme le trafic en fait en commerce légal, dans ces cas-là, il quitte le commerce légal et il retombe dans le deal d'autres choses. Il ne va pas du jour au lendemain ouvrir une épicerie au motif que le cannabis a été autorisé. Puis en plus, je pense que c'est une substance extrêmement nuisible pour la santé. C'est une substance beaucoup plus, d'ailleurs, dont le principe actif est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était, par exemple, dans les années 70. Et ça détruit le cerveau. Donc je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas autoriser quelque chose qui détruit le cerveau de notre jeunesse. Je vous en supplie, protégez votre cerveau, on en a besoin pour demain. Bonjour Madame Le Pen, j'ai une question. Allez-vous faire des réformes pour le baccalauréat? Si oui, lesquelles? Merci. Faire une réforme pour le baccalauréat, il y a une réforme à faire, c'est redonner sa valeur au baccalauréat. La réalité, c'est que à partir du moment où on dit à l'avance, il faut que 98 ou 99% d'une génération ait le baccalauréat, tout le monde est super content. On dit ah génial, j'ai le bac, et puis en fait ça vaut rien. Voilà, donc vous pouvez aller trouver un boulot, et puis le chef d'entreprise vous dira oui mais baccalauréat c'est rien, il me faut un bac du coup plus 2 ou un bac plus 3. Donc en fait on repousse indéfiniment comme ça les études parce que on a
a dévalorisé complètement le baccalauréat. Donc il faut juste que ça redevienne un examen qui veut dire quelque chose qui ait une véritable valeur. Bonjour Madame Le Pen, aujourd'hui de nombreux étudiants sont touchés par la précarité. Que comptez-vous faire ? Oui, c'est vraiment un problème majeur, la précarité des étudiants. Ça a été particulièrement vrai pendant la crise du Covid. Donc moi, ce que je souhaite faire, c'est avantager les étudiants qui travaillent. C'est-à-dire que je pense que j'ai mis en place une prime, en réalité, qui sera accordée par l'État. Tous les étudiants qui travaillent, eh bien, se verront accorder une prime de 20% de leur salaire mensuel jusqu'à 200 € et 30% jusqu'à 300 € s'ils sont boursiers. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut des logements étudiants. Il n'y en a pas assez, j'en construirai 100 000 sur le quinquennat pour que les étudiants puissent avoir accès à un logement qui soit un logement à un coût qui soit raisonnable. Troisièmement, pour tous les 18-25 ans, c'est la gratuité des transports en train aux heures creuses, ce qui va permettre de gagner aussi évidemment du pouvoir d'achat. Et je pense que toutes ces mesures-là, associées à l'ensemble des mesures que je mets en œuvre directement pour le pouvoir d'achat qui vont bénéficier à tous, par exemple la baisse du prix sur les carburants, pour les étudiants qui ont une voiture, évidemment ils en bénéficieront également. Vous évoquiez notamment les étudiants qui travaillent. Ouais. Il y en a aussi beaucoup qui disent, quand on est étudiant, on ne devrait pas travailler parce qu'on devrait se concentrer à 100% sur nos études. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Oui, enfin, je veux dire, il y a des générations entières d'étudiants qui ont quand même travaillé et qui ont réussi à s'en sortir. Moi, je pense que fréquenter, je veux dire, les entreprises quand on est étudiant, c'est quelque chose qui, encore une fois, est plutôt positif. Donc, voilà, il y a un certain nombre d'aides qui sont mises en œuvre. On est déjà dans un pays où, et moi, je compte que ça reste ainsi, où le prix des études est quand même très faible par rapport à d'autres pays. Hein. Je veux dire, on peut faire des études avec des coûts de scolarité qui sont quand même raisonnables, enfin si tant est que le président Macron ne décide pas de les augmenter comme ça a été éventuellement envisagé. Et donc je pense qu'on peut travailler pendant ses études. Pour avoir fait des années d'études, je peux vous le confirmer. C'est pas un travail à plein temps, bien sûr. Alors, Punisher 98... Enfin, ou 8018. Bonjour Madame Le Pen, que comptez-vous faire pour le harcèlement en milieu scolaire, s'il vous plaît ? Le harcèlement en milieu scolaire, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Très au sérieux, parce que je pense que ça pourrit juste la vie de gamins qui, du coup, sont dégoûtés de l'école. Et cette situation se multiplie dans tous les milieux, dans tous les milieux scolaires, et c'est inadmissible. Donc je pense que pour moi c'est tolérance zéro le harcèlement scolaire, c'est-à-dire que l'équipe pédagogique doit se saisir de cela, il doit y avoir une sanction à chaque fois, il faut qu'il y ait un barème de sanctions, il faut que personne n'y échappe, il ne faut pas mettre la poussière sur le tapis, il ne faut pas qu'on soit dans la théorie du pas de vague, comme souvent on l'est, et il faut surtout qu'à chaque fois qu'il y a un cas de harcèlement qui est découvert par l'équipe pédagogique, eh bien le procureur soit saisi, parce qu'il n'y a qu'en œuvrant systématiquement contre ce type de délit que l'on pourra y mettre fin. Antoine Bourbon. Bonjour, allez-vous mettre en place le port de l'uniforme à l'école ? Moi, je suis pas contre, objectivement, l'uniforme à l'école. Alors, l'uniforme, qu'on s'entende, hein, c'est pas une blouse grise, je veux dire, on va pas revenir au début du siècle dernier, mais avoir une couleur, je sais pas, moi, gris et blanc, bleu marine et blanc, que chaque établissement puisse avoir son sweatshirt. Moi, d'abord, je trouve que c'est plutôt sympa, ça crée une forme de solidarité, de fraternité au sein de l'école, et puis surtout, ça évite cette espèce de concours qui consiste à se différencier en fonction de sa catégorie sociale. Moi, j'ai des habits qui coûtent cher, toi t'en as pas, tu peux pas te le permettre, etc. Je trouve que c'est pas sain. Donc voilà, il y a un âge où si on peut s'éviter de tomber dans cette forme de consumérisme qui est un peu destructeur, eh bien c'est plutôt pas mal. Poulpi.bnv. Le droit de vote à 16 ans ou 17 ans ? Non. Non, moi je pense que le droit de vote à 18 ans, c'est plutôt bien. C'est d'ailleurs paradoxal parce que plus on fait des études longues et plus on cherche en réalité à réduire l'âge de vote. Donc non, moi je trouve que le vote à 18 ans, ça me paraît ne pas devoir être modifié. Bonjour Marine Le Pen, j'ai une question.
Vous êtes-vous informé sur le dernier rapport du GIEC? Sinon, pourquoi? Si oui, pensez-vous que la crise climatique est la priorité principale pour l'avenir de l'humanité? Merci. Alors oui, j'ai lu ce rapport du GIEC. Je ne vous cache pas qu'il est extrêmement préoccupant. Mais surtout, ce qui est extrêmement préoccupant, c'est que pour arriver aux objectifs en 2050 qui sont donnés, il faudrait que chaque année, si vous voulez, en fait, on ait une activité équivalente à l'année où on était tous enfermés par le Covid. Donc le problème, c'est que c'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer le modèle économique. Il faut qu'on arrête avec cette folie du libre-échange. Il faut qu'on arrête avec cette folie d'aller acheter à 10 000 km des produits que l'on consomme 10 000 km plus loin. Il faut faire du localisme, il faut faire du patriotisme économique, il faut consommer au plus près et retraiter sur place. Et surtout, il faut investir dans l'énergie de demain, c'est-à-dire une énergie décarbonée qui est le nucléaire et une énergie comme l'hydrogène où l'on a perdu du temps en termes d'investissement, mais on peut le rattraper parce que nucléaire, hydrogène, hydroélectricité, on sera 100% indépendant et 100% décarboné. Et ça va probablement largement contribuer à améliorer la situation. Marine Le Pen, bonjour. Ma question elle est simple. Ne pensez-vous pas que vos mesures pour la protection de l'environnement sont insuffisantes, voire inexistantes, bien pour répondre aux défis climatiques qui nous attendent? Bah non, pas du tout. Je pense que ce sont au contraire les plus performantes. Parce que c'est pas en se chauffant un degré de moins ou en faisant 200 mètres à vélo qu'on va régler le problème climatique. Le problème climatique, il est essentiellement un problème énergétique. Donc avec le plan énergie que j'ai proposé et que j'ai annoncé, encore une fois, on termine par avoir, assez rapidement d'ailleurs, une énergie 100% décarbonée. 100% décarbonée. Or, ça, c'est absolument essentiel. Hydrogène, hydroélectricité et nucléaire, c'est le moyen de pouvoir être en fait les champions du monde de l'énergie décarbonée. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je suis désolé, mais mon modèle économique, c'est le seul en réalité qui est susceptible de protéger la planète. On ne peut pas protéger la planète en continuant avec des accords de libre-échange, en continuant à faire venir le poulet du Brésil, en continuant à faire venir l'intégralité des produits de Chine. Ça, c'est le meilleur moyen de tuer la planète. Donc, faut savoir ce qu'on veut. Eh bien, moi, je sais ce que je veux. Le localisme, le patriotisme économique, la proximité et une énergie totalement indépendante et totalement décarbonée. Comment vous expliquez que l'écologie soit finalement peu mise en avant dans votre programme? Moi, je regardais votre site internet où il y avait les 22 mesures liées à 2022 et ça parle très peu, voire quasiment pas d'écologie dans ces 22 points. Bah si, ça parle d'écologie parce que le modèle économique qu'on propose, c'est le modèle économique qui protège la planète. Voilà. Donc, ça parle écologie parce que le programme énergétique qu'on propose est le problème qui sauve la planète. Ça parle écologie parce que le programme de souveraineté alimentaire que l'on propose, eh bien, c'est un programme de souveraineté qui protège la planète. Parce qu'on ne va pas te raconter d'histoire. Je veux dire, c'est bien gentil de faire des efforts et de nous imposer à nous des propres normes, mais si on accepte d'importer des produits qui sont, en l'occurrence, cultivés sans respecter les normes, bah, on fait juste délocaliser la pollution. Donc, c'est ça la grande hypocrisie, moi, je trouve, d'un certain nombre. Donc, ils disent, nous, on va être vertueux, mais en réalité, on va importer des produits, on aura délocalisé la pollution. Donc ça, c'est pas possible. Et puis, quant à l'énergie, c'est fondamental. Moi, j'ai entendu les Verts. Je suis désolé de vous dire que le modèle des Verts, c'est le modèle allemand, c'est le modèle fondé sur le charbon, c'est le modèle fondé sur le gaz. Ben, le gaz et le charbon, c'est une véritable catastrophe. Donc moi, je fais le choix du nucléaire, parce qu'en l'occurrence, en matière d'émissions de CO2, il n'y a rien de mieux que ça. Question de rénovation thermique des logements, justement. Oui, la rénovation thermique des logements, c'est une très bonne mesure. Je pense qu'il faut évidemment lancer une grande politique dans ce domaine, mais pour l'instant, ce qui est fait, le reste à charge, est trop important pour les Français. Je veux dire, il faut aussi leur rendre du pouvoir. Vous proposez quoi de ce côté-là? Parce qu'on sait que la rénovation thermique, c'est à la fois écologique et à la fois du pouvoir d'achat. Oui, c'est très bien. Mais avant que ce soit des économies, encore faut-il payer cette rénovation. Et pour l'instant, les mesures qui sont mises en œuvre ne sont pas suffisantes. Donc je pense qu'il faut concentrer
quitte à faire une politique dans ce domaine, il faut la concentrer sur la rénovation thermique des logements et il faut arrêter de dépenser des sommes folles dans l'éolien, dans le solaire, alors qu'on sait que ce sont encore une fois des énergies qui nécessitent derrière des centrales à gaz et des centrales à charbon. Et vous mettez combien là-dessus? On verra combien on met, parce qu'il faut aussi, si vous voulez, mais il faut aussi que derrière il y ait des entreprises qui soient capables de faire les travaux. Parce que si c'est pour faire venir des entreprises de l'étranger pour venir faire ces rénovations thermiques, c'est pas possible. Donc mieux vaut faire les choses avec des entreprises françaises qui font de l'emploi français de surcroît et que de faire venir encore une fois des travailleurs détachés ou des entreprises étrangères pour pouvoir faire ces rénovations thermiques. Dans votre programme, vous dites vouloir arrêter l'éolien et construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Au vu de ce qui se passe actuellement en Ukraine, pensez-vous que cela soit une bonne idée ? Oui, c'est la meilleure idée. Objectivement, c'est la meilleure idée. Et c'est bien le problème, c'est que ça fait 5 ans qu'Emmanuel Macron a abandonné la filière nucléaire. Aujourd'hui, on se retrouve à 3 semaines de l'élection. Il dit « Oups, je me suis trompé ». Mais il n'en demeure pas moins que si nous sommes dépendants du gaz russe aujourd'hui, c'est précisément parce que nous n'avons pas investi dans le nucléaire. Donc, les éoliennes, c'est bien gentil, mais je le répète, quand vous passez en voiture sur l'autoroute, regardez, la plupart des éoliennes ne tournent pas. Quand l'éolienne ne tourne pas, c'est qu'il y a une centrale à gaz qui tourne ou c'est qu'il y a une centrale à charbon qui tourne. Et le charbon et le gaz, c'est catastrophique pour l'environnement. Donc oui, il faut investir dans le nucléaire. Oui, il faut investir sur le long terme dans des EPR, dans des EPR2, parce que, encore une fois, l'énergie nucléaire, c'est la seule énergie décarbonée. C'est la plus propre des énergies que l'on est capable de mettre en œuvre. Il y a la question du risque nucléaire aussi. On a vu ce qui se passe en Ukraine actuellement, où chaque jour, on a peur justement qu'un bombardement tombe sur une centrale nucléaire. Non mais croyez-moi qu'il n'y a pas... Je vous assure qu'il y a quand même très peu de chances qu'il y ait un bombardement qui tombe sur une centrale nucléaire. Pour une raison très simple, c'est que personne, évidemment, n'y a intérêt. Parce que si une centrale nucléaire saute, c'est pas uniquement l'Ukraine qui est touchée. C'est l'ensemble. Il y a le risque de l'accident, il y a le risque de... Voilà. Oui, et il y a toujours un risque d'accident, mais honnêtement, je pense que les infrastructures nucléaires qui sont vraiment considérées comme devant être absolument exclues de tout risque, en l'occurrence de bombardement. Donc il y a toujours, bien sûr, un risque. Mais le risque, c'est que nos entreprises ferment aussi. Vous voyez, si le prix de l'électricité et du gaz continue à monter comme il le fait aujourd'hui, eh bien nos entreprises vont fermer, nos jeunes ne trouveront pas d'emploi, ce sera la misère sociale. Bon, voilà, je veux dire, on n'a pas envie de ça non plus. Donc il y a une prise de risque, mais elle est quand même extrêmement limitée. Et dans votre programme, vous supprimez les 5 milliards de subventions versées aux éoliennes. Oui. Oui, parce qu'en fait, ça nous a coûté une fortune, ces éoliennes. L'ensemble des énergies dites non renouvelables, en fait, qui sont des énergies intermittentes, ça a coûté entre 120 et 150 milliards. Pour vous donner un ordre d'idée, l'ensemble du parc nucléaire a coûté entre 80 et 100 milliards. Sauf que, en l'état, si vous voulez, l'électricité qui est fournie par les éoliennes et par les panneaux solaires est dérisoire. Je veux dire, elle est dérisoire. Donc ça nous coûte une fortune. Et tout ça, c'est nous qui payons. Et quand c'est pas efficace, quand c'est trop cher et qu'en plus c'est moche, il n'y a aucune raison de le garder. Et qu'en plus ça tue les oiseaux. Carla Sposito, bonjour Madame Le Pen, quelles sont les mesures que vous allez prendre contre la maltraitance animale ? Alors, contre la maltraitance animale, d'abord je vais inscrire le statut, d'abord je vais créer un statut pour les animaux que je vais sortir des biens meubles dans le code civil. Donc il y aura les meubles, les animaux et les humains. Je vais l'inscrire dans la Constitution. Je vais aggraver d'un tiers les peines et les amendes pour la maltraitance, les abandons et la cruauté envers les animaux. Je vais créer un défenseur des animaux. Je vais créer un statut de lanceur d'alerte pour ceux qui sont témoins dans leur emploi, par exemple, de maltraitance animale, pour que, eh bien, ils puissent les dénoncer sans avoir de conséquences. Et puis surtout, je vais arrêter l'abattage sans étourdissement. Je vais, par ma politique localiste, arrêter aussi la multiplication des transports d'animaux de longue distance, parce que ça, ce sont vraiment les deux sujets de maltraitance massive à l'égard des animaux. Je rappelle que 4,5 millions de bovins sont abattus chaque année en France, et l'immense majorité d'entre eux le sont sans étourdissement, ce qui est une violence très lourde. Pour le reste, je pense que... Alors j'ai eu un débat là sur
comment dire, l'élevage intensif. Alors l'élevage intensif, en soi, si vous voulez, ça veut rien dire. Un élevage intensif, c'est un élevage avec beaucoup d'animaux. Il peut y avoir des élevages avec beaucoup d'animaux qui respectent les conditions de bien-être, de chaleur, de qualité de nourriture accordée aux animaux, etc. C'est ça qu'il faut vérifier en réalité. Mais on a vu aussi beaucoup d'images qui montrent des animaux parqués dans des cages par dizaines. Eh bien ça, c'est interdit par la loi. Donc si, à partir du moment où on découvre ça, un lanceur d'alerte peut très bien dénoncer ça et ne risque pas de se voir licencié de ce fait parce qu'il aura le statut de lanceur d'alerte. Et à ce moment-là, eh bien cet élevage sera fermé. Mais moi, j'ai envie de vous dire une chose. C'est pas dans la ruralité en réalité la maltraitance animale. La maltraitance animale, c'est dans l'agroalimentaire. En fait, c'est l'industrie agroalimentaire qui est pourvoyeuse de plus de cette maltraitance animale que les éleveurs que moi que j'ai rencontrés vraiment par centaines et qui, croyez-moi, apprécient beaucoup leurs animaux. Manouchka, que comptez-vous faire des réfugiés ukrainiens? Les accueillir. Évidemment, ce sont des réfugiés de guerre, il faut les accueillir. D'ailleurs, on l'a fait. Louis Alliot, le maire de Perpignan, vous savez, qui est un maire Rassemblement National, est allé chercher à la frontière polonaise des réfugiés ukrainiens pour les ramener dans sa ville de Perpignan. Donc, il faut les accueillir le temps nécessaire que cette guerre cesse et qu'ils puissent évidemment retourner dans leur pays. Le crabe. Quelle est la différence entre un Ukrainien qui a fui la guerre et un migrant afghan ou somalien qui a fui également la guerre? C'est bon. D'abord, je pense que moi je crois à la solidarité régionale. Voilà. D'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi au moment, par exemple, de l'Afghanistan, au moment de la Syrie, aucun des pays du Golfe, qui pourtant sont très riches, l'Arabie Saoudite, le Qatar, aucun de ces pays n'a accepté d'accueillir des réfugiés. Je pense que la solidarité régionale, elle est assez cohérente. Si vous voulez que les Européens puissent accueillir en priorité les Ukrainiens, c'est normal. De la même manière que pendant la guerre d'Espagne, évidemment, la France a accueilli des Espagnols, de la même manière que la Jordanie, que le Liban a accueilli des réfugiés palestiniens. Bon, donc ça c'est assez légitime, il ne faut rien y voir d'autre qu'une solidarité qui est une solidarité en quelque sorte continentale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que moi, j'ai été marqué, si vous voulez, parce que les réfugiés ukrainiens, c'est des femmes, des enfants et des personnes âgées. Moi, quand j'ai vu des grandes, files de réfugiés syriens, c'était que des hommes et que des hommes jeunes. Donc, je pense qu'il y a certainement des réfugiés qui méritaient d'avoir le droit d'asile. D'ailleurs, ils l'ont obtenu. C'est une des premières nationalités afghanes, de gens qui ont obtenu le droit d'asile en France. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, en réalité, ne fuyaient pas la guerre, fuyaient juste leur vie et fuyaient pour des raisons économiques et cherchaient à faire leur vie ailleurs. Je peux les comprendre, je comprends leur motivation, mais il n'en demeure pas moins que les règles sont les règles et qu'ils ne pouvaient pas bénéficier du droit d'asile. Donc l'immigration économique, nous ne pouvons plus l'accueillir, nous n'en avons plus les moyens, nous avons 5 700 000 chômeurs, nous avons 10 millions de pauvres et je crois que ce serait un peu injuste de ne pas penser aussi à eux. Alors Guy Van de Kerkhoff, en acceptant le financement du RN par la Russie, comment pouvez-vous maintenant vous opposer à Poutine sans vous ridiculiser? L'homme et son régime n'ont pas changé, comment pouvez-vous prétendre promouvoir l'indépendance de la France alors que vous êtes vous-même financièrement dépendante d'une puissance ennemie de la France? Mais je ne suis absolument dépendante de personne, pardon. Quand on fait un prêt à une banque, je veux dire, on n'est pas dépendant de la banque. Et vous n'êtes pas dépendant, vous, si vous faites un emprunt dans une banque française, du gouvernement français. Je veux dire, vous avez juste une obligation, c'est de rembourser votre prêt, c'est exactement ce qu'on fait, on rembourse notre prêt, on a emprunté de l'argent à une banque tchéco-russe, on rembourse à une banque tchéco-russe. Et objectivement, on aurait emprunté à une banque guatémaltèque, je ne me sentirais pas aucune obligation à l'égard du gouvernement guatémaltèque. Je pense qu'il faut arrêter avec ça qui est vraiment, pour le coup, une diffamation à notre égard. Mais si demain, je veux dire, il y a une banque française qui accepte de racheter le prêt en question, tant mieux. J'ai été obligé d'aller, moi, chercher des prêts très loin parce que les banques françaises ne souhaitaient pas nous prêter, vous voyez. Donc, je pense qu'on ne peut pas, aujourd'hui, nous reprocher d'avoir réussi à trouver un financement là où on a réussi à le trouver. Et quand on parle de l'Ukraine, justement, on a Joe Biden, le président américain, qui hier a qualifié Vladimir Poutine de criminel de guerre. Est-ce que vous partagez son point de vue ?
Non, je pense que vraiment ces déclarations à l'emporte-pièce au moment où le président Emmanuel Macron et un certain nombre de capitales comme la capitale d'Israël, comme l'Allemagne cherchent à trouver les moyens d'une négociation pour sortir de la guerre, je pense que ces propos sont irresponsables. Ça sert à rien, ça met de l'huile sur le feu. C'est pas comme ça qu'on va réussir à obtenir la fin de la guerre. Or, pour les Ukrainiens, il faut la fin de la guerre, comprenez? Donc on se fait plaisir en tenant des propos tels que ceux-là, mais en réalité, d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit lui-même lundi soir quand on lui a dit mais est-ce que vous pouvez dire que Vladimir Poutine est un dictateur? Il dit non, je le dirai pas parce que je suis en train de négocier une sortie de crise et que je vois pas ce que ça apporte ce genre de déclaration. Donc Joe Biden, il n'a pas trop de difficultés, lui, il n'est pas dans les négociations semble-t-il, et tout ça c'est loin pour lui. Mais pour nous, c'est prêt. Et quand on veut vraiment aider les Ukrainiens, on cherche à faire en sorte que la guerre s'arrête. Et comment vous qualifiez Vladimir Poutine, vous? C'est un autocrate. Voilà, mais c'est un autocrate au même titre que le dirigeant chinois, au même titre que le dirigeant saoudien, au même titre que le dirigeant qatari, au même titre que Erdogan. Voilà, le monde n'est pas peuplé que de gentils démocrates. Voilà, il y a des dirigeants qui sont des dirigeants durs et qui parfois, comme Vladimir Poutine, commettent objectivement des choses qui sont extrêmement condamnable. Moi, je veux dire, je défends la souveraineté de la nation, moi, et l'intégrité des territoires et la liberté de chaque peuple à disposer de lui-même. Et donc, je m'oppose évidemment à cette guerre, je la condamne de la même manière que j'ai condamné les Américains quand ils ont mené la guerre en Irak. Voilà, c'est la même chose. Il faut, dans les deux cas, condamner parce qu'on attente, encore une fois, à la souveraineté d'un peuple. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous donnent une certaine forme de proximité avec Vladimir Poutine? On se souvient de cette rencontre que vous avez pu avoir, même de cette photo qui était présente il y a pas longtemps. C'est normal que j'ai vocation à être présidente de la République. Mais c'est pas un choix anodin, vous auriez pu en rencontrer un autre. Pourquoi Vladimir Poutine? J'en ai rencontré plein d'autres, cher monsieur. J'ai rencontré le Premier ministre polonais qui, pour le moins qu'on puisse dire, n'est pas très en adéquation avec le président russe, voyez-vous. Bon, j'ai rencontré des dirigeants d'un certain nombre de pays. J'ai rencontré le président du Tchad avant qu'il soit assassiné. J'ai rencontré le président du Liban. J'ai rencontré le Premier ministre hongrois. C'est normal. Je me présente pour être présidente de la République française. C'est absolument légitime que je puisse avoir des relations avec l'ensemble des dirigeants des grandes puissances mondiales. C'est naturel parce que la France, encore une fois, a vocation à être une puissance qui est une puissance indépendante. Et demain, si vous étiez présidente, comment vous gérez ce conflit directement? On voit aujourd'hui cette voie diplomatique qui est tentée par Emmanuel Macron. Est-ce que vous... Mais je ferai la même chose que lui parce qu'il n'y a pas 50 possibilités, vous voyez. Je veux dire, même dans le pays des bisounours, il y a deux possibilités. Il y a la diplomatie ou la guerre. Bon, comme je ne souhaite pas du tout que la France entre en guerre contre la Russie, que je ne souhaite pas du tout que nos jeunes garçons qui sont déjà coincés au Mali dans des conditions difficiles aillent faire la guerre contre les Russes, eh bien il n'y a qu'une seule solution, c'est la diplomatie. Les Frenchy 13 sortis des traités ou pas? OTAN, Europe. Est-ce qu'on sort de l'OTAN ou de l'Europe? Alors, on sort du commandement intégré de l'OTAN. On ne sort pas de l'OTAN en lui-même, mais on sort du commandement intégré de l'OTAN parce que je pense que la France est une puissance arbitre qui doit avoir une indépendance dans la manière dont elle agit et la manière dont elle est reçue, la manière dont elle est perçue. Je veux dire, quand Emmanuel Macron, je crois, va en Russie, il est perçu comme un représentant de l'OTAN, il est perçu comme un représentant de l'Union européenne. Or, il faut qu'il soit perçu, enfin, je pense qu'il faut être perçu comme le président de la République française, parce que la France, elle a une voix particulière dans le monde. Elle doit toujours être à la tête des pays non alignés. C'était ce que le général de Gaulle avait souhaité, et je crois que c'est dans l'ADN de la France de rester. Quant aux traités européens, mais il faut surtout les modifier. Ils ont déjà beaucoup été modifiés d'ailleurs, hein, en réalité. Ils ont été beaucoup changés au fur et à mesure du temps. Donc, ce qu'il faut, c'est modifier. Il faut changer cette Union européenne de l'intérieur. Il faut en faire une alliance européenne des nations libres et souveraines et arrêter de cette espèce de dérive qui est une dérive qui vise pour la Commission européenne à imposer au peuple par le chantage, par la menace, des mesures qui vont à l'encontre de leur bien-être, de leur prospérité, de leur sécurité. Et si on n'y arrive pas, on la quitte ?
Non, on la quitte pas, on œuvre. Mais moi, j'ai aucune difficulté pour vous dire que s'il s'agit de faire la politique de la chaise vide, si c'est nécessaire, je le ferai. S'il faut faire un bras de fer, je le ferai. On a quand même des avantages qui sont particuliers. Je vous rappelle que nous sommes le pays qui versons une des plus grosses contributions nettes à l'Union européenne. Ça nous donne un énorme pouvoir, ça, dont on n'use jamais, mais moi, dont j'userais. Mais un pouvoir jamais jusqu'à quitter, on sait que, c'est pas forcément un terme, mais le terme de Frexit, on entendait souvent avant, globalement. Depuis que le Brexit, c'est quand même beaucoup moins évoqué. Est-ce que l'exemple du Royaume-Uni, ça n'a pas, pas le problème, calmé certaines ardeurs? C'est pas le problème, mais pas du tout. C'est que l'Union européenne a beaucoup évolué. Je veux dire, les critères de Maastricht, on n'en entend plus parler. Les politiques d'austérité qui étaient imposées, on n'en entend plus parler. Ils ont fait de la création monétaire, même la PAC, ils l'ont en partie nationalisée en donnant au pays la possibilité d'orienter les politiques. Donc on voit bien qu'en réalité, sous la pression de la réalité, l'Union européenne peut bouger. Eh bien, ce qu'il faut, c'est la faire bouger encore plus, beaucoup plus même, et avec les alliés qui sont les Polonais, qui sont les Hongrois, qui sont une partie des Italiens et d'autres pays qui eux-mêmes ne sont pas d'accord pour que l'Union européenne leur impose des normes qui vont à l'encontre de leurs intérêts vitaux. Bonjour Madame Le Pen, je me demandais si certains de vos discours ne seraient pas en train de présenter les personnes d'origine étrangère ou musulmanes comme le problème de la France, et est-ce que ça n'aurait pas pour effet de détourner les Français de vrais problèmes ? Non, l'immigration est un problème. Oui, l'immigration est un problème majeur. C'est pas les personnes, c'est l'immigration, c'est un processus. Parce que quand on accueille énormément de monde, comme on l'a fait dans les 30 dernières années, d'abord, on n'arrive pas à les assimiler correctement. Deuxièmement, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Troisièmement, il y a un système de protection sociale qui est extrêmement généreux en France, sauf que à un moment donné, ce système de protection sociale, sous le poids du nombre de personnes à gérer, eh bien, il s'effondre. Donc, il faut arrêter cette immigration massive, anarchique, dont sont d'ailleurs aussi victimes les personnes qui ont rejoint la France dans les dernières années et qui se disent que maintenant on est parti dans un problème qui est un problème majeur. Moi je crois qu'il y a un lien direct entre l'immigration anarchique et massive et l'insécurité, donc il faut aussi répondre à cette question-là. Donc il faut qu'on maîtrise nos frontières. Il faut qu'on puisse donner des critères. Vous rentrez si, avec des critères, et vous sortez si. Et notamment, vous sortez si vous ne respectez pas les lois, si vous commettez des délits dehors. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je n'accepterai pas que des gens qui sont venus en France et qui n'ont pas la nationalité française se permettent de commettre des délits ou des crimes sur notre territoire. Voilà des éléments qui sont très clairs, qui sont, je crois, de bon sens. Et à partir du moment où on réglera le problème de l'immigration, on ne réglera pas tous les problèmes, vous avez raison, mais on en réglera quand même un certain nombre. Tati Daniel, j'adore. Tati Daniel, 07. Marine Le Pen, que comptez-vous faire contre les actes de racisme et de discrimination raciale? Qu'est-ce que je vais faire? Appliquer la loi? La loi existe. Quand il y a des actes avérés de racisme, eh bien la loi existe, elle condamne cela, et c'est parfaitement normal d'ailleurs de condamner le racisme ou la discrimination raciale. Moi, je ne supporte pas la discrimination. Moi, vous savez, moi je me suis appelé Le Pen toute ma vie, hein. Donc, être jugé sur mon nom, je sais ce que c'est. Voilà. Donc, moi, j'abhorre la discrimination. Je la déteste et par conséquent, je ne l'admets pas. Donc, à chaque fois que quelqu'un sera injustement discriminé en fonction de sa religion, la couleur de sa peau, son origine, etc., je serai là. Je serai là. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Bonjour Marine Le Pen, en voulant interdire le voile dans l'espace public, n'avez-vous pas l'impression que vous attaquez injustement aux femmes alors qu'elles sont les premières victimes de l'oppression des hommes? Bah oui, elles sont d'abord la victime de l'oppression des hommes, c'est pour ça qu'elles sont voilées. Moi je considère que le voile c'est vraiment la démonstration de la soumission des femmes. Je pense qu'en plus c'est un uniforme islamiste. Je pense que c'est les islamistes en réalité qui effectuent une pression sur les femmes pour les obliger à se conformer, pas toujours de manière violente, mais pour les obliger à se conformer à un positionnement qui est un positionnement inférieur. Pour les femmes, c'est un choix. Non, c'est pas un choix. C'est pas vrai. Pour vous, aucune femme ne choisit délibérément de le mettre?
Non, je crois pas. Je pense que en réalité, c'est surtout une pression. C'est une pression communautariste, c'est une pression culturelle qui s'exprime vis-à-vis d'elle. Et donc, moi, parce qu'il y a plein de femmes qui le disent, qui disent moi, je suis voilée, je suis pas forcée par qui que ce soit. C'est la religion. J'ai envie de le mettre. Non, c'est pas la religion, c'est pas vrai. C'est l'islamisme. Dans tous les pays, encore une fois, musulmans qui ont lutté contre l'islamisme, la première chose qu'ils ont fait quand ils ont gagné face à l'islamisme, c'est dévoiler les femmes. Et à chaque fois que les islamistes ont gagné dans un pays, y compris musulman, la première chose qu'ils ont fait, c'est voiler les femmes. Donc moi, je pense que c'est un uniforme d'une idéologie totalitaire qui est l'islamisme, et donc je souhaite son interdiction dans l'espace public. Est-ce que c'est pas le risque pour ces femmes qui ont envie de le mettre, qu'elles sortent moins, qu'elles se ressentent exclues de la société? On a aussi beaucoup ces témoignages-là de femmes qui se sentent stigmatisées, que le voile revient tout le temps dans le débat public, que ça arrive régulièrement qu'on les pointe du doigt, alors que pour certaines, c'est un choix, elles le disent. Eh bien moi, je souhaite qu'elles ne mettent pas le voile. Voilà, je souhaite que ce soit interdit dans l'espace public. C'est interdit à l'école. Eh bien d'accord. Eh bien ce sera aussi interdit dans l'espace public. Donc dans tout espace public. Voilà, dans tout espace public. Hervé Kerouan. Ah, quelqu'un de chez moi, ça. Bonjour. Pour le remboursement des indemnités trop perçues du Parlement européen pour les salariés du RN, ça se passe comment, le remboursement? Je ne comprends pas la question. En gros, je pense qu'ils évoquent ce qui s'était passé avec le Parlement européen. Bah, d'abord, une immense partie. D'abord, ces sommes ont été réclamées par le Parlement européen à tort. À tort. Voilà, c'est une manœuvre qui a été effectuée contre nous. Il s'avère que, d'ailleurs, l'immense majorité a été remboursée, ce qui est absolument scandaleux. Voilà. Et pour vous, c'était à tort, c'est-à-dire que vous... À tort, mais complètement à tort. Je veux dire, le Parlement européen, en fait, veut nous empêcher de travailler. Il veut nous empêcher de faire de la politique. Il voudrait qu'on devienne tous des fonctionnaires et que nos assistants parlementaires soient des fonctionnaires. Non. Nos assistants parlementaires font de la politique. Et c'est normal parce que leurs députés font de la politique. Donc, je suis désolé de rappeler au Parlement européen qu'il est parfaitement normal que les assistants parlementaires de députés fassent de la politique. C'est d'ailleurs ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et c'est ça la normalité. Donc nous avons été victimes, en l'occurrence, d'une manœuvre du Parlement européen. Le Parlement européen dirigé à l'époque par M. Schulz, c'est-à-dire un adversaire politique qui s'est servi de son pouvoir de président de Parlement européen pour chercher à entraver l'action des députés d'opposition que nous étions. Bonjour Madame Le Pen, ma question est de savoir comment comptiez-vous former un gouvernement complet au vu du nombre de défections qu'il y a eu au sein de votre parti, notamment au profit de celui d'Éric Zemmour. Alors là, je peux vous rassurer, j'ai aucun problème pour faire un gouvernement demain. Mon problème, ce sera de choisir, en réalité, tellement il y aura de gens qui souhaiteront y entrer. Et alors ça tombe bien parce qu'il n'y a pas une seule personne qui est partie que j'avais envisagé de mettre dans le gouvernement. Donc vous inquiétez pas, j'aurai aucun problème. Et quel sera votre Premier ministre ? Ah, ça, je ne vous le dirai jamais. Et personne ne vous le dira, par ailleurs. Aucun des candidats ne vous le dira. Mais non, pas obligatoirement, parce que ça dépend aussi, mais du résultat des élections législatives. C'est ça, la règle des institutions françaises, c'est que ça dépend aussi du résultat des élections législatives. Moi, je veux faire un gouvernement d'union nationale. Moi, je souhaite qu'il y ait dans mon gouvernement, je ne veux pas regarder d'où viennent les gens, quelle étiquette ils ont. Je veux que, porté par la défense de la France, par la protection de la France... Si c'est une femme ou un homme. Non, pas du tout. Vous savez pas vous-même? Mais pas du tout. Pas du tout, je ne vous dirai pas. Vous ne pouvez pas prendre l'engagement de dire demain... Ni si c'est un homme, ni si c'est une femme, ni rien. Je vous dirai absolument rien. Je garde ça pour moi. D'accord. Yann, concrètement, qu'est-ce qui vous différencie de Zemmour? Plein de choses. Plein de choses. D'abord, clairement, nous n'avons pas la même vision du combat politique, notamment sur les problématiques d'islamisme. Moi, je lutte contre une idéologie totalitaire qui est l'islamisme. Lui, j'ai quand même le sentiment qu'il est dans une forme de guerre de religion contre l'islam, donc c'est une vision qui est différente. Pour le reste, sur les mesures à mettre en œuvre sur l'immigration, les mesures à mettre en œuvre pour l'insécurité, il n'apporte pas une grosse plus-value parce que énormément de ses propositions sont similaires aux nôtres, sauf celles qui sont inutilement blessantes, inutilement violentes à l'égard des personnes, comme par exemple sa proposition sur les prénoms. Et puis alors sur le plan, pour le coup, social, économique, on a de très très grosses différences. Il est plutôt plus proche de Macron que de moi. Il est pour la retraite à 65 ans. Il est pour transformer une partie des salaires en primes, ce qui est une forme de transformation de tous les salariés en traders, avec tous les risques que ça représente
dans la vie quotidienne, pour aller chercher un prêt à la banque, pour aller, je sais pas moi, notamment quand éventuellement on tombe au chômage ou des choses comme ça. Donc on a pas mal de différences économiques. Voilà. Et est-ce que pour vous, c'est un problème qu'Éric Zemmour soit candidat tout en ayant été condamné pour provocation à la haine raciale? Non, mais moi, je veux dire, je juge pas les gens en fonction de ce type de condamnation. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Je n'ai moi-même d'ailleurs jamais été condamné, mais je me rends compte que c'est aussi un moyen, bien souvent, pour les tribunaux, de limiter la liberté d'expression. Donc, je suis assez contre toutes ces dispositions, en plus qui, encore une fois, interdisent d'évoquer des sujets qui devraient être libres d'expression dans notre pays. Bonjour, je suis Selma. Ma question pour vous est, quand est-ce que vous allez vous retirer de la politique? Eh bien, après mon deuxième mandat. Bonjour Madame Le Pen. Que pensez-vous des multiples témoignages de violences policières en Corse contre les jeunes lors des manifestations Gilets jaunes ou encore avec la destruction systématique des tentes et faits personnels des migrants? Et quelles mesures proposez-vous pour mettre fin à ces violences? Non mais moi, excusez-moi, mais je suis totalement en désaccord avec cette stratégie qui consiste à accuser la police de violence systémique, de racisme systémique. Moi, je défendrai la police en toutes circonstances. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des policiers qui peuvent éventuellement commettre des actes répréhensibles, mais la police est l'institution la plus surveillée de France. Et par conséquent, quand il y a des policiers qui commettent un acte répréhensible, qui d'ailleurs est très souvent condamné par l'ensemble de leurs collègues, eh bien, ils sont poursuivis et ils sont condamnés. Mais l'idée d'accuser la police systématiquement de mauvais traitements, je trouve ça scandaleux. Donc moi, je soutiendrai toujours la police. Et eux, ils sont victimes, en revanche, systématiquement d'agressions, de brutalité, de violence, d'insultes, de diffamation. Il n'y a personne pour les défendre. Et bien, moi, je suis là pour les défendre. C'est pas toujours le cas. Il y a quand même des policiers qui parfois commettent des violences, sont pas toujours sanctionnés. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Ah non, c'est pas vrai. C'est déjà arrivé. Il y a des qui prennent parfois des blâmes de quelques jours pour certains propos, certaines ou des peines très courtes. Ça n'est pas vrai. Ils sont bien souvent très durement sanctionnés, contrairement à ce que vous dites, très durement sanctionnés. Et encore une fois, c'est l'institution la plus surveillée et la plus contrôlée de l'ensemble des institutions en France. Donc, je pense qu'il y a une forme de facilité, si vous voulez, à cela. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu, pendant la crise des Gilets jaunes, des brutalités gratuites de la part d'un certain nombre. Et ils sont aujourd'hui, je l'espère, ou ils le seront, poursuivis et condamnés, évidemment, pour ces faits. Mais ils ont répondu aux ordres. Et donc, je pense que la responsabilité, elle est à chercher dans le pouvoir politique qui leur a donné des instructions de violence, en l'occurrence, parce que la répression, un certain nombre de répressions qui ont été faites à l'égard des Gilets jaunes l'ont été avec une brutalité toute particulière et qui, objectivement, n'était pas nécessaire. Mais encore une fois, la responsabilité, c'est la responsabilité des politiques qui donnent les ordres. Pour parler de la question des sanctions, il y a l'IGPN, dont certains reprochent une certaine forme de connivence et de proximité trop importante par rapport à la police. Ah bah, je peux vous dire que les policiers, ils disent plutôt l'inverse. Hein. Ils disent plutôt que l'IGPN... Et certaines victimes disent aussi l'inverse. Oui, d'accord, mais vous voyez, il y a beaucoup de policiers qui disent, au contraire, l'IGPN, on est toujours coupable d'avance. Presque, on a une présomption de culpabilité quand on passe devant eux. Donc, bon, je pense que chacun voit midi à sa porte, quoi. Bonjour Madame Le Pen. J'aurais aimé savoir vos mesures pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Alors d'abord, je vais revenir sur la conjugalisation de l'allocation adulte handicapé parce que je trouve scandaleux d'avoir ajouté une dépendance à la dépendance. Je veux dire, on doit pouvoir obtenir une allocation quand on est une personne porteuse de handicap, quelle que soit sa situation maritale et quel que soit le niveau de revenu du ménage. Parce qu'encore une fois, sinon on dépend en fait de son conjoint. Je trouve ça scandaleux. Je l'augmente d'ailleurs, l'allocation adulte handicapé, pour la porter à 1 000 € par mois. Pour pouvoir améliorer évidemment la situation des personnes porteuses de handicap. Et je crois que de manière générale, il faut continuer dans cette belle politique française de l'inclusion des personnes porteuses de handicap partout où il est possible. C'est vrai que c'est long, c'est vrai qu'on trouve que ça va pas assez vite, et moi-même je trouve que ça ne va pas assez vite. Je pense notamment que l'insertion au travail des personnes porteuses de handicap doit s'accélérer, et elle doit le faire aussi par l'intermédiaire d'un exemple qui est donné par les administrations
Et toutes les administrations ne respectent pas encore les pourcentages qui sont pourtant obligatoires dans la loi. Bonjour Madame Le Pen, que proposez-vous contre la hausse des prix des carburants ? Alors, clairement, je propose deux choses. D'abord, de manière pérenne, c'est-à-dire ad vitam aeternam, la baisse, en fait, de la TVA sur toutes les énergies de 20 à 5,5. Je considère que l'énergie, en fait, c'est un bien de première nécessité. Donc, quand je dis énergie, je dis gaz, fuel, électricité et évidemment carburant. Et j'ai rajouté à cette mesure une mesure transitoire, le temps que le baril est au-dessus de 100 $, qui est la suppression des hausses de carburant qui avaient été décidées par Emmanuel Macron. Car je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait décidé une hausse des carburants, notamment en 2017 et en 2018. C'est ça d'ailleurs qui avait généré la colère des Gilets jaunes. Eh bien, l'ensemble de ces deux mesures permettent de faire baisser le prix du litre de 35 à 50 centimes le litre. Ça va évidemment beaucoup soulager nos compatriotes qui aujourd'hui, pour certains, évidemment, voient leur pouvoir d'achat s'effondrer du fait de l'aggravation du prix du carburant. Vous parlez de la TVA justement baissée de 20% à 5,5%. Combien vous estimez le coût de cette mesure ? 12 milliards. 12 milliards. Une question avant celle que vous allez avoir. Est-ce que vous, présidente, demain, il n'y aura plus jamais de passe sanitaire ou de passe vaccinal ? Ah ben, il n'y en aura plus pour une raison simple. Enfin, il n'y en aura plus tant qu'on est face à ce virus-là. Puisque la réalité, c'est que ça n'a eu aucun intérêt. Il n'y avait aucune justification sanitaire à la mise en œuvre de ce pass. Et même l'inverse, en fait. Parce que on s'est retrouvé dans une situation folle où celui qui avait son pass sanitaire et qui avait le Covid pouvait aller dans un certain nombre d'endroits et celui qui n'avait pas le Covid et n'avait pas été vacciné était interdit d'aller dans les mêmes endroits. Donc cette mesure n'avait ni queue ni tête et donc évidemment je supprimerai immédiatement en arrivant au pouvoir le pass sanitaire qui est actuellement uniquement suspendu. Bonjour Madame Le Pen, quelle est votre position face à l'euthanasie ? Et pensez-vous qu'il faudrait l'établir en France ? Alors, je suis opposée à l'euthanasie. Je comprends très bien la souffrance des familles qui sont confrontées eux-mêmes à la souffrance de leurs proches. Moi, je pense qu'il faut surtout une grande politique de soins palliatifs. Je pense qu'en France, on a beaucoup de retard dans la gestion de la douleur et notamment dans la gestion de la douleur en fin de vie. Il y a encore des tas de départements qui n'ont aucune structure de soins palliatifs. Donc, il faut faire un effort considérable pour que la fin de vie ne soit pas synonyme de souffrance et qu'on puisse accompagner les personnes en fin de vie dans les meilleures conditions possibles. Chantal Paillage, bonjour, la retraite, vous la mettez à quel âge ? Alors, ma réforme des retraites est simple, à la différence des autres. Vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, vous partirez à 60 ans avec une retraite pleine, avec 40 annuités. Et progressivement, on augmente jusqu'à 62 ans maximum et 42 annuités maximum. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est progressif. En fonction de l'âge auquel vous êtes rentré dans le système de retraite, eh bien vous saurez précisément à quel âge vous pouvez sortir. Mais on n'ira pas, je n'irai pas jusqu'à 63, comme j'entends, 64, voire même, comme l'explique Emmanuel Macron, 65 ans. Je pense que c'est profondément antisocial que de demander à des gens de travailler jusqu'à des âges complètement indus et en réalité d'être obligés de partir à la retraite avec une décote, c'est-à-dire en fait faire baisser les pensions de manière générale, probablement à hauteur de 10% pour une retraite à 65 ans. Donc moi, entre 60 et 62 ans, 40 annuités et 42 annuités. Au débat du second tour, vous allez nous refaire rire comme la dernière fois. C'était un chaos sans bavure. Lol. Oui, bon, c'est gentil de le dire comme ça. Je crois que j'ai, à la différence de beaucoup de responsables politiques, j'ai admis que j'avais commis une erreur stratégique. Voilà. Ça n'a pas déjà été très agréable pour moi à vivre. Et donc, je tire les conséquences de mon expérience, y compris des erreurs que je peux commettre. Et je suis très impatiente de ce futur débat du second tour.